Bonjour tout le monde, ici Kwan, bienvenue sur Radio Paki, la radio des amis, la radio qui nous lie. La mode et les fringues vous passionnent, vous êtes à la bonne place. Écoutez donc ce qui va suivre. Je vous propose en effet de découvrir un magasin de fringues pas comme les autres. On y trouve en effet des vêtements de seconde main et du vintage. Il s'agit de la Casamax, située rue de la Navigation au 19. Et on est vraiment ravis d'accueillir Enzo, le patron. Enzo, bonjour. Bonjour Kwan. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter à nos auditrices et auditeurs en quelques mots ? Alors, je m'appelle Enzo Ali, je suis d'origine italienne mais aussi suisse, né à Neuchâtel et j'habite à Genève depuis les années 80 et ici au Paki, on m'appelle Max. Alors, tes origines italiennes, est-ce que ça serait ça qui pourrait expliquer ta passion pour les vêtements ? Absolument, on va dire que ça fait partie un peu de l'ADN des Italiens, à savoir que si vous êtes déjà allé en Italie, vous pourriez remarquer que ce soit un maçon ou un homme d'affaires, les gens ont toujours du goût pour les vêtements et ils aiment bien s'habiller. Après, voilà. Moi, j'ai toujours eu la passion des vêtements depuis très petit et je pourrais vous raconter quelques anecdotes. Imaginez par exemple qu'à l'âge de 9 ans, donc la tradition en Italie, c'est que quand on fait sa première communion, on met tout en œuvre pour que ça soit beau et festif. Ça ressemble presque à un mariage. À cet âge-là, j'ai des origines siciliennes. Mon père m'a amené chez un tailleur pour me faire un costume sur mesure. Donc imaginez un enfant de 9 ans, je me rappelle encore, en Prince de Galles. Ça avait pris 1 semaine pour le faire. Et donc déjà, j'étais dans la découverte des belles matières, des textures. Même les chaussures avaient été faites sur mesure chez un cordonnier. Donc ça remonte à très longtemps. Le regretté Virgil Abloh, directeur artistique de Louis Vuitton, disparu en novembre 2021, avait pour habitude de demander à ses collaborateurs pourquoi les vêtements sont-ils importants et d'insister, les vêtements sont-ils vraiment importants dans la vie ? Qu'en est-il pour toi, Enzo ? Alors si on prend le dicton « l'habit ne fait pas le moine », ça va à l'encontre de ce qu'on pourrait imaginer, à savoir que finalement, peu importe l'habillement, ce qui est important, c'est le contenu. Mais je prétends quand même qu'un vêtement peut définir une personnalité. On a plein d'exemples autour de nous, que ce soit des stars ou des personnages de la mode. Je pense à Karl Lagerfeld, qui avait toujours ses cols très hauts, ou un Steve Jobs dans un autre genre qui portait toujours des cols roulés noirs. Je pense que le vêtement peut définir la personnalité et certaines personnes réussissent à y arriver en faisant des expériences vestimentaires. Et finalement, quand on est jeune, on expérimente. Après, on arrive à un certain âge où on a son propre look. Alors pour certains, il est d'une sobriété, je dirais même, voire affligeante des fois. Et pour d'autres, si il est excentrique, il va utiliser des couleurs chatoyantes qui vont le mettre en valeur. Donc je pense que oui, c'est important. Le vêtement peut aussi définir un peu les origines ou les conditions des personnes. Certains détails peuvent nous parler, comme une paire de chaussures. Souvent, on regarde les chaussures des hommes, les femmes le font. Et voilà, si vous avez des chaussures pourries, déjà, ça peut vous donner un côté négligé. Ou alors, le pull en cachemire toujours bien soigné montre que cette personne est soignée. Au contraire de celui qui a un t-shirt trop élimé sur le col ou ailleurs. Oui, je pense que c'est important parce que le vêtement définit la personne. On est dans un monde d'apparence, c'est pas toi qui vas me contredire. On parle même de personal branding. Absolument. Après, moi j'ai appris avec l'expérience à ne pas juger seulement sur le look, mais il est vrai que certains détails nous donnent quand même une idée précise de à qui on a affaire. Est-ce qu'il est négligé ? Est-ce qu'il aime se sentir à l'aise ? Est-ce qu'il a un look précis ? Et ça, on le repère assez vite. Enzo, tu es le patron de la Casamax, une institution dans le quartier des Paki. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Depuis quand existe ton magasin ? Et au fond, pourquoi ce nom, la Casamax ? Alors, la Casamax existe depuis avril 1993. Au départ, elle était à la rue de Berne, au 58 de la rue de Berne,
où actuellement se trouve un magasin de réparation pour les téléphonies mobiles. Et puis en 2006, nous avons déménagé dans les nouveaux locaux parce que c'était devenu trop petit, qui se retrouvent à la rue de la Navigation, angle rue de Neuchâtel. La Casamax, quelques jours avant de démarrer, j'avais toujours pas de nom. Alors, de quoi c'est né ? C'est né d'une petite anecdote assez marrante. J'étais à une semaine de l'ouverture du magasin, j'avais toujours pas de nom, et j'étais à Neuchâtel. Et je suis allé dans une boîte qui serait l'équivalent, si vous voulez, de l'usine, qui s'appelle la Casa Choc. La Casa Choc étant un lieu culturel qui se passe dans des anciennes usines des chocolats Suchard. Et donc, c'est un jeu de mots, la Casa Choc, chocolat. J'avais trouvé ça assez rigolo. Et en même temps, la même semaine, venait de démarrer le premier numéro d'un magazine pour hommes, je ne sais pas s'il existe encore, qui s'appelle le magazine Max, qui est un peu l'équivalent d'un Playboy, sauf que c'était pas avec des femmes dévêtues, mais c'était plutôt pour montrer les tendances mode et autres pour les hommes. Et donc j'ai associé les deux et je me suis dit, tiens, la case à Max, ça pourrait le faire. Max parce que déjà c'est un nom très masculin, donc on peut pas se tromper sur ça. Et puis la case parce que aussi, par exemple en Afrique, la case c'est aussi la maison, donc c'est la maison de Max. Et puis sans le faire exprès, tout d'un coup les gens, moi je m'attendais pas du tout à ça, ont commencé à m'appeler Max. Et voilà aussi pourquoi on m'appelle comme ça. Eh bien Enzo, ou Max, on peut dire que tu as fait preuve de créativité. Cette démarche qui consiste à trouver l'inspiration à partir de concepts glanés à droite à gauche pour finalement créer de la nouveauté. En l'occurrence, la Casamax. Et pourquoi les Paquis finalement ? Qu'est-ce qui t'a plu dans le quartier des Paquis ? Alors, ça a été un hasard. Moi, je venais d'un autre métier où tout d'un coup, je me suis retrouvé à devoir me débrouiller seul. J'avais pas envie de recommencer à travailler pour quelqu'un, donc je voulais monter ma propre boîte. Ça faisait un moment que les histoires de mode me titillaient. J'ai fait un peu le tour de plusieurs quartiers. Et à l'époque, en tout cas, les Paquis étaient les quartiers le plus vivants qu'on puisse trouver à Genève. Et je me suis baladé, je suis tombé sur cette arcade donc, qui était à la rue de Berne, qui était vide. Je me suis renseigné et d'une façon assez rapide, je me suis lancé là-dedans. Et c'est un quartier toujours aussi vivant, d'après toi ? Alors, il a beaucoup évolué. Hein. Je pense, je vais paraître un peu un vieux con, mais que c'était quand même mieux avant, dans le sens que il y avait beaucoup d'artisans, il y avait des boulangers, il y avait des cordonniers, des tailleurs. Et au fil du temps, malheureusement, ça a été remplacé par des supérettes, par des kebabs. Enfin, c'est un gros problème à Genève, mais surtout au Paquis. Après, il y a eu le deal de rue. Bon, la prostitution a toujours été là. Bon, ça rend assez vivant. Absolument, absolument. Le seul problème, c'est que, alors aujourd'hui, pour quelqu'un qui connaît mal les Paquis, on a l'avantage de découvrir des cuisines du monde entier. Il y a des bars un peu partout. Mais il manque ce côté un peu artisanat qui faisait un peu aussi l'âme de ce quartier. Beaucoup de petits bistrots ont disparu, certains sont décédés, mais ça reste quand même, à mon avis, le quartier le plus intéressant à Genève. Revenons à la Casamax. En fait, c'est un magasin qui a un concept précis. Est-ce que tu peux nous développer, nous expliquer ce concept et qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, le concept, c'est un concept, je dirais, quand même assez original, à savoir que nous sommes moitié second-hand, donc on vend des vêtements d'occasion. Second-hand, en bon français, seconde main. Seconde main, vêtements déjà portés, de deuxième main. Et en parallèle, nous avons une section qui fait du outlet. L'outlet, c'est ce qu'on appelle un magasin d'usine, où on vend des vêtements qu'on peut trouver dans d'autres magasins, mais à des prix plus bas, pour la simple raison qu'on court-circuite certains intermédiaires et ça nous permet de vendre moins cher. Donc en fait, le magasin est en deux parties, une partie deuxième main et une partie neuve d'usine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que seconde main ou outlet, c'est de la marque. Alors, moi, j'ai toujours eu une philosophie, mais ça depuis très très jeune, c'est une philosophie de vie, que ce soit dans la nourriture ou dans le vêtement. Je n'aime pas le fast-food, ni le junk food, et ni la fast fashion. Donc moi, tous les concepts de grande surface que je ne nommerai pas ne m'intéressent pas et c'est pas du tout ce que je voulais vendre. Donc moi, ce qui m'a toujours intéressé,
dans la vente des vêtements, c'est de vendre des belles matières, le plus possible proche de nous, donc des produits européens, voire quand c'est plus loin des produits américains, et éviter tout ce qui vient d'Asie. Après, voilà, on vit une époque où beaucoup de choses sont quand même fabriquées en Asie, mais quand même privilégier les belles matières. C'est un concept qui est venu de ton inspiration, de ton vécu. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors moi, j'ai vécu une période de ma vie en Angleterre où les second-hand, c'était chose courante, et je parle des années 70 quand même. Et puis aussi, durant mon enfance, enfin, en tout cas en tant que jeune adolescent, je pratiquais déjà l'achat dans les magasins caritatifs, à tel point qu'avec un ami, on faisait un peu le tour de ces Caritas, on récupérait par exemple une chemise de grand-père qu'on costumisait, c'est-à-dire qu'on enlevait le col pour en faire un col Mao, on modifiait un peu la forme des manches. Donc déjà ça me parlait, parce que les matières étaient beaucoup plus belles que ce qu'on trouvait dans les magasins de neuf. Et puis voilà, et donc l'idée originale, finalement, était d'associer les deux, le neuf et le deuxième main, dans un concept d'une boutique dédiée uniquement aux hommes. D'accord. Ah, donc c'est une boutique dédiée aux hommes, mais qui peut aussi accueillir des femmes qui viennent chercher des cadeaux pour leurs hommes. Absolument. Nous avons d'ailleurs beaucoup de femmes qui viennent faire des repérages, et souvent c'est des très bonnes rabatteuses parce que elles savent faire du lèche-vitrine et puis elles savent découvrir les bons endroits. Et en un premier temps, souvent, elles viennent seules, soit pour un cadeau, et dans un deuxième temps, elles viennent avec leurs compagnons, leur père ou leur enfant, pour faire des achats. Mais disons que quand même, ça se dédie aux hommes. Et ça, j'insiste là-dessus, parce que les hommes se sentent beaucoup plus à l'aise dans un magasin où il n'y a qu'un accueil pour eux, qu'un magasin qui ferait les deux. Mais justement, en parlant de type de clients, quel est le profil un peu de ces... Alors, d'abord des hommes qui déposent leurs vêtements, et quel est le profil des hommes qui viennent chercher ce type de vêtements second-hand? Alors, il y a plusieurs profils. Alors, déjà, tout d'abord, je dirais que je comparerais ça un peu sans partir du 7 à 77, mais c'est un peu comme Tintin, c'est-à-dire que moi, je m'adresse aux jeunes adultes autant qu'à une personne d'un certain âge. Le concept a toujours voulu être celui de ne pas être une boutique branchée à la mode, mais une boutique pour les hommes. La nuance, elle est là. C'est-à-dire que moi, le but est de vendre quand même des articles intemporels et qui s'adressent à une panoplie de gens différents. Autant le jeune branché que le monsieur sérieux qui porte que du costume cravate, ou de celui qui veut s'encanailler en cherchant une pièce un peu rare. Et donc le but, c'est celui-là à la base, c'est de définir un peu un magasin où on se sent à l'aise et on trouve de tout. C'est-à-dire que chez moi, on peut trouver une ceinture, une paire de chaussures, des chaussettes, un costume cravate, un jeans délavé, etc. Oui, des vêtements et des ustensiles, quoi. Des ustensiles, des accessoires, voilà. Absolument. Mais donc c'est pas un magasin qui accueille une clientèle sans être péjoratif, mais une clientèle pauvre. C'est vraiment des gens qui sont à la recherche du second hand, seconde main, mais aussi des fashion victimes. Alors c'est marrant que vous disiez ça parce qu'au début, quand j'ai démarré il y a 27 ans en arrière, effectivement, on s'adressait surtout à des gens qui n'avaient pas trop les moyens et qui voulaient s'habiller à moindre frais. Les mœurs sont évoluées, la mode aussi, et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que notre clientèle va du gars complètement fauché qui voudrait s'acheter la totale pour 100 francs, chaussures, chemises et vestes, à la personne qui a les moyens de se payer des trucs chers et d'aller dans des boutiques de luxe, mais qui préfère s'encanailler dans une boutique telle que la mienne, parce qu'on va y trouver des pièces qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, si vous voulez, il y a un peu tous les genres. Alors Enzo, là, tu as prononcé un terme qui me semble important, tu as parlé de tendance. Et il se trouve que là, on est un peu on vogue sur la vague de ce qu'on appelle la vague du vintage, de la seconde main. Avant de nous dire ce que tu penses de cette mode, de cette tendance, est-ce que tu peux nous dire la différence qu'il y a entre le vintage et la seconde main?
Alors, la seconde main définit, alors ça c'est mon avis, mais je pense que ça doit être le cas. Le seconde main, c'est un vêtement qui a déjà été porté. Point, c'est tout. C'est-à-dire qu'il peut être de la semaine passée, de l'année passée ou d'il y a 3 ans. Le vintage définit uniquement des vêtements qui sont anciens et qui sont revus parce que c'est les tendances de la mode et sont vendus en tant que pièces à la mode maintenant, mais le critère de base est que c'est un vêtement qui date d'une certaine époque. Donc en général... Il y a plus de 20 ans, quoi. En tout cas. Après, le problème du vintage, c'est qu'aujourd'hui, les gens font la confusion et ils ont l'impression que dès que c'est un peu ancien, c'est vintage. Et là, c'est là où je suis pas vraiment d'accord. Il y a des choses qui sont vintage et d'autres qui ne le sont pas. Voilà. C'est intéressant que tu parles de ça parce que justement, c'est peut-être les pièges à éviter. Donc, avant d'aborder cet aspect de piège à éviter, parce que c'est intéressant que tu parles de ça, c'est d'abord, qu'est-ce que tu penses de cette mode ? C'est vraiment une mode, alors on dit le vintage, le second hand, c'est bien, d'un point de vue écologique. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Toi qui es dedans depuis des années. Alors, on pourrait en écrire un livre sur ce sujet parce que c'est quand même vaste, mais on va dire que c'est une tendance qui existe déjà depuis plusieurs années, non pas seulement dans le vêtement, mais dans plein de choses. On fait des voitures vintage, je sais pas, je donne un exemple, la Fiat 500 qui est revenue, qui renaît de ses cendres après des années, et puis qui a un côté un peu vintage. On le trouve dans le mobilier et dans les vêtements. Alors, le vintage, la mode, en fait, Coco Chanel disait tout ce qui est à la mode et qui est branché est fait pour être démodé. Ce qui est intéressant, c'est quand les vêtements sont intemporels. Aujourd'hui, je pense qu'il y a ce souci écologique de vouloir recycler des vêtements de plus en plus, plutôt que d'acheter de la fast fashion. Maintenant, je pense que la mode a fait un peu le tour de la question. Si on regarde depuis les années 60 à nos jours, c'est un éternel recommencement. On allait de plus en plus vers des choses excentriques. Après, on est revenu en arrière. Le costume cravate dans les années 80, les vestes étaient larges avec des épaulettes. Aujourd'hui, on revient au style du costume des années 60 avec les pantalons à fuseau et la veste slim. Ah, carrément des années 60, d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez, par exemple, l'exemple du costume est tout à fait un bon exemple. On n'a rien inventé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a fait le tour. Avant, c'était 2 boutons. Le vêtement était serré. Après, dans les années 90, il s'est élargi. Le pantalon était évasé dans les années 80 avec des pinces. Après, il redevient slim. Finalement, il y a quand même un côté manque d'inspiration, où finalement les créateurs ne font que ressasser l'ancien avec le nouveau, et on revient en arrière. On passe du pantalon jeans slim, maintenant ça va être bientôt la tendance de la patte def des années 70. Donc c'est un éternel recommencement finalement. D'accord. Mais donc, ce qui différencie quand même, c'est l'aspect écologique, de ne pas porter des vêtements qu'on fait 3 fois le tour de la planète. Donc, est-ce que tu penses que ce vintage, ce mouvement de vintage, de second hand, ça serait plutôt lié à une génération ou pas vraiment ? Alors, il y a plusieurs phénomènes. Alors, un des premiers, tu viens de le soulever, c'est quand même le souci écologique, parce qu'il faut savoir que la fast fashion, c'est une source de pollution énorme. Il faut 60 litres d'eau pour laver un jeans de marque, mais il faut 60 litres d'eau aussi pour fabriquer un jeans à 29,90 francs, comme certaines surfaces le font. La différence, c'est que le jeans de marque, lui, il va durer des années, alors que pas celui de la fast fashion. Donc les jeunes se sont bien rendus compte qu'on ne peut pas continuer comme ça, et donc ils commencent à avoir le plaisir et la valeur de recycler des choses de deuxième main. Alors Enzo, tout à l'heure, tu avais commencé à aborder la notion de mise en garde, de piège à éviter quand on parle de seconde main, de vintage, voire de friperie. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, par exemple, la Casamax, c'est un deuxième main. Donc le deuxième main, on y trouve un peu de vintage, mais on y trouve surtout la deuxième main. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des vêtements déjà portés. Mais la présentation de ces vêtements, elle est impeccable. C'est-à-dire que les vêtements sont propres, bien présentés. L'usure, elle n'est pas exagérée.
Et on regarde tous les détails. La moindre petite tache, on prend pas. C'est un petit trou, on va pas le prendre. La friperie, c'est un autre concept qu'on trouve en Angleterre, on trouve dans certains pays comme la France. La friperie, déjà, ce qui vous prend quand vous rentrez dedans, c'est les odeurs. Souvent, ça sent le vieux, un peu le moisi. Parce que c'est pas lavé. Parce que c'est pas lavé, parce que ça a traîné dans des dépôts, l'humidité, souvent, c'est ce qui crée des odeurs. Donc souvent, ça a traîné dans des caves. C'est mal présenté, il peut y avoir des taches, des usures inhabituelles. Donc c'est un peu, on va à la pêche, quoi. On fouille pour trouver une jolie pièce. Mais il n'y a pas de garantie de qualité. Absolument. Ni de sélection au préalable. Absolument pas. Et puis alors, le vintage, ça c'est encore un autre concept, c'est vraiment que ça soit, comme on disait tout à l'heure, très ancien. Mais encore une fois, tout ne peut pas être vintage. Par exemple, un costume des années 90 à 3 boutons, pour moi, c'est pas vintage. Nous, on le remarque quand les gens viennent nous déposer les choses. Quand on dit qu'on prend pas ça, ils nous disent « Ah, mais quand même, c'est vintage ». Je dis « Non, mais attendez, vintage, il faudrait que ça ait 50 ans. Mais un costume qui a 20 ans, qui a 3 boutons, alors que maintenant on porte du 2 boutons, c'est pas du vintage. C'est un article qui est trop ancien pour être vendu et qui n'est pas à la mode. Le vintage peut être un vieux blouson en cuir de l'armée américaine, un survêtement Adidas des années 70, ça c'est du vintage. Une paire de baskets Nike vintage. Mais un costume 3 boutons des années 90, c'est pas vintage. Donc il faut faire attention à cette petite nuance. D'accord. Et toujours au niveau des conseils, quels conseils tu pourrais donner à nos auditrices et auditeurs donc, qui s'intéressent au vintage, à la seconde hand, quand ils rentrent dans un magasin, quels sont les bons réflexes à avoir? Quels sont les critères pour choisir un bon vêtement? Alors bon, déjà, il faut espérer que le vendeur, il est là quand même pour vous conseiller, parce que sinon on peut être relativement perdu. Après, par expérience, moi je suis quelqu'un qui adore chiner, par exemple, dans les brocantes ou les marchés aux puces. Il va de soi que quand on a une idée précise de quelque chose qu'on veut, on a plus de chances de le trouver. Quoique, dans le monde des vêtements, combien de fois c'est arrivé que quelqu'un vient avec l'idée de l'achat d'un pantalon et il repart avec un pull. Moi, je pense qu'il faut se laisser séduire par les pièces qu'on va regarder et qui pourraient correspondre à notre personnalité, parce que le propre de magasin de deuxième main, c'est qu'il y a des centaines de pièces différentes. Vous n'allez pas avoir 30 pièces du même modèle dans différentes tailles. À chaque fois, c'est des pièces uniques. Donc, un des critères, bien sûr, c'est que la taille nous va, que les couleurs nous correspondent, que les matières nous plaisent, et puis après se laisser séduire par la pièce en l'essayant. Et ça, c'est le travail du vendeur, d'insister en disant « Mais écoutez, moi je pense que vous devriez plutôt essayer cette pièce-là que celle-ci, parce que déjà la couleur, on voit tout de suite que ça vous va, et puis parce que la taille vous correspond. » Ouais. Donc là, en tant que vendeur, mais aussi conseiller, ne pas hésiter à contredire l'acheteur et lui conseiller quelque chose qui lui irait mieux au niveau de la taille et de la couleur. Est-ce qu'il y a un moyen, je sais qu'on peut te suivre sur Instagram et tu y donnes des conseils. Voilà. Déjà, comment on te retrouve sur les réseaux sociaux et quel genre de conseils tu donnes? Alors, déjà, pour les réseaux sociaux, donc nous, on est sur Instagram et Facebook. Donc, il suffit de taper la case Amax tout attaché en minuscule. Et donc, d'une part, tous les jours, vous avez des posts, des pièces qu'on reçoit, que je trouve les plus intéressantes qu'on va poster. Ça, c'est en moyenne entre 3 et 4 pièces par jour. Mais un compte assez actif, hein. Absolument. Alors donc, ça prend du temps, mais malheureusement, je suis obligé de jouer le jeu. Pourtant, moi, je suis pas du tout à l'aise dans ce domaine, mais j'ai dû m'y faire. Et puis, donc, dans les publications, j'ai créé une page qui s'appelle « Les conseils de Max », où là, j'interviens pour expliquer, parce que malheureusement, souvent, les hommes, surtout ceux qui sont célibataires, sont un peu empruntés quand il s'agit d'entretenir les textiles. Et donc là, je donne régulièrement des conseils. Ça va de comment nettoyer une paire de baskets, ou comment éviter qu'un pull commence à plucher, ou comment laver un cachemire. Voilà, tout ce genre de choses qui font que lorsque vous achetez une belle pièce, vous allez pouvoir l'entretenir et la garder longtemps. Oui, c'est pas parce qu'on n'achète pas du neuf qu'il faut négliger l'entretien. Donc un bon conseil à celles et ceux qui nous écoutent, c'est rendez-vous sur Instagram et Facebook, la Casa Max, parce que c'est des comptes assez vivants avec des conseils
vraiment précieux pour entretenir vos habits. Je trouve qu'il y a une différence, il y a quelque chose qui démarque, qui fait la différence entre ton magasin et les autres. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer en quoi consiste cette différence ? Alors, la base de la différence, je pense qu'elle se situe, après c'est sans vantardise, mais je pense que les clients nous donnent ce retour-là, c'est déjà l'accueil. C'est-à-dire que moi, déjà, je pense que pour faire ce métier, il faut aimer les gens. Moi, j'aime beaucoup les gens et je ne pourrais pas faire ce métier si j'avais pas cette envie d'aller vers l'autre, de comprendre ses désirs, je sais pas, j'ai en plus de la mémoire. Un client revient après plusieurs mois, je lui demande comment va son épouse qui était souffrante la dernière fois que je l'ai vue. Alors, on essaie de mettre le plus à l'aise nos clients parce qu'on veut qu'ils soient décontractés. Alors, on offre le café systématiquement, par exemple, aux gens quand ils viennent. Quand ils ont un désir d'une pièce qu'ils n'arrivent pas à trouver, on en prend note et le jour qu'on la trouve, même si c'est 1 an après, on l'appelle. Et puis on essaie de le fidéliser, c'est-à-dire qu'on le laisse quand même se mettre à l'aise sans l'agresser, sans essayer de lui vendre quelque chose particulièrement. Et ça, le client le ressent et c'est pour ça qu'il revient. Ouais, je pense qu'on peut résumer ça par une approche vraiment personnalisée, quoi. Absolument, c'est presque comme du coaching. D'ailleurs, ça fait partie d'une de mes autres passions, c'est de quelqu'un, parce que souvent les hommes sont démunis. Il y a beaucoup d'hommes qui se regardent dans le miroir avec un vêtement qu'ils ont essayé, ils sont incapables de dire si ça leur va ou pas. Donc moi, je fais un peu le rôle du miroir. Donc mettre à l'aise, c'est aussi ça, c'est de guider un peu le client pour qu'il trouve, on en parlait tout à l'heure, son propre style. Et qu'il achète à bon escient des vêtements qui vont lui plaire et qui vont durer et qui vont pas traîner dans un armoire parce que finalement, il aura l'impression que le vendeur lui a fourgué quelque chose qu'il ne mettra jamais. Pour moi, ça, c'est un échec. Oui, pour la petite histoire, tu avais accueilli un client qui cherchait des habits du pied à la tête pour se rendre à un mariage, je crois. Et tu lui avais trouvé un joli costume. Et il était vraiment bien dans ce costume de mariage. Absolument, et puis ça fait partie j'ai des centaines d'anecdotes à ce sujet-là, de gens qui se sont mariés et qui ont trouvé le costume à la Casamax, ou des gens qui étaient des témoins de mariage, ou qui voulaient avoir un style différent des autres pour un mariage. J'en ai vu défiler des centaines. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi que souvent, ces gens-là viennent avec un budget qui pourrait paraître mission impossible dans un grand magasin. À savoir, il arrive, le gars, et il vous dit, je donne un exemple, j'ai 200 francs, mais il me faut le costume, la chemise, la cravate, les chaussures et les chaussettes. Eh bien, on peut remplir cette mission aisément. Il faut juste prendre le temps. Et souvent, justement, le problème, c'est que les hommes aiment pas être dans les magasins. Donc, moi, j'essaye de faire le plus vite possible pour qu'ils puissent trouver ce qu'ils cherchent. Et je les mets vraiment à l'aise. C'est-à-dire qu'ils vont tout de suite sentir que je vais pas essayer de leur vendre à tout prix quelque chose juste parce que je dois faire du chiffre d'affaires. C'est pas du tout l'optique de la maison. Nous, ce qu'on veut, c'est que le client revienne et soit fidélisé. Je crois que la mission est réussie puisqu'une grande partie de nos clients reviennent. 28 ans d'expérience, on sent la passion. Je vais te laisser le dernier mot. Tu voulais peut-être t'exprimer sur l'avenir de la Casamax, notamment, et puis comment tu vois la Casamax dans le quartier des Paquis, comment tu vois évoluer ce quartier finalement? Alors, oui, 28 ans d'existence, c'est pas rien, et j'espère que ça va encore durer pendant longtemps. Eh bien, mon souhait, c'est que ça perdure, que les gens commencent à comprendre que c'est un concept qui correspond quand même à l'époque qu'on vit, mais aussi que d'autres nous rejoignent dans le commerce de proximité, parce que je trouve qu'on vit dans un monde où tout ça disparaît de plus en plus, toutes les villes se ressemblent, on a les mêmes enseignes dans chaque ville, on aurait l'impression d'être au même endroit, et finalement, de faire renaître un peu ces commerces de proximité, des petits artisans et autres, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et d'ailleurs, je remarque qu'il y a un petit sursaut à ce niveau-là dans le quartier des Paquis, et tout à fait à côté de chez moi. C'est le prolongement de la rue de la Navigation, où depuis quelques mois, il y a par exemple un nouveau salon Lavoir. Et un peu plus haut, vient d'ouvrir depuis quelque temps aussi un commerce de proximité au niveau des maraîchers de Genève, avec des fruits et légumes magnifiques de la région. Et ça aussi, je trouve que c'est super. Et donc, j'espère qu'il y aura d'autres commerces de ce genre qui vont se joindre
un peu au quartier des Paquis afin que ça crée une espèce de synergie. Voilà, les Paquis, un quartier écolo et proche des gens. Bah, c'est bien, c'est une belle conclusion. Enzo, c'était vraiment sympa de t'accueillir. Et puis, au nom de Radio Paquis, merci d'avoir partagé avec nous ta passion. Eh ben, écoute, Kwan, moi, c'était un plaisir aussi d'être là. Voilà, j'étais très content. Et puis, vive les Paquis.